Bienvenue sur le podcast de Monsieur M, le geek du spectacle vivant. L'émission qui parle de spectacle sans parler de création, mais de ce qu'il y a autour. Dans cette émission, j'accueille dans vos oreilles Cédric Crémade des associations Jaspir Asso et Jaspir Prod. Jaspir, c'est une usine à gaz, et c'est aussi une boîte de prod qui travaille dans les musiques actuelles et dans le spectacle vivant. Cédric et moi nous connaissons depuis 15 ans et nous parlons dans cette émission, ouvertement, du rôle et des missions d'une boîte de production, mais aussi de la diffusion et des tourneurs. C'est quoi une boîte de production ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Comment on trouve un diffuseur ou un tourneur ? Est-ce qu'un diffuseur ça ramène des dates ? Est-ce que ça coûte cher une production ? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre ensemble. Bon salut Cédric. Salut Nico. On se connaît depuis un bon bout de temps maintenant. C'est sûr. On était tous les deux il y a 15 ans sur on va dire les mêmes bancs, pas d'école, mais de la création d'activités. Exactement. Donc toi, tu as créé une association avec d'autres personnes, mais surtout, tu as bien piloté le truc, qui s'appelle Jaspir. Est-ce que tu peux m'en parler rapidement ? Ouais, rapidement, Jaspir. Alors déjà, c'est un sigle. Ça veut dire, ça signifie jeunesse, animation et spectacle pour investir la rue. Donc tout un programme, et donc c'est parti historiquement d'une bande de potes, on va dire, de potes d'enfance qui souhaitaient créer de l'animation dans leur village, qui s'appelle Saint-Jean-de-Bournay, qui se situe en milieu rural en Nord-Isère, entre Bourgoin-Jallieu et Vienne. Et puis de cette envie de créer un peu d'animation, on est parti sur de l'organisation de concerts, purement et simplement. De fil en aiguille, on s'est développé. Pendant les 5 premières années, il y a eu uniquement du bénévolat dans l'association. Donc c'était aussi beaucoup de valeurs humaines, beaucoup de côté affectif aussi au sein du projet, et beaucoup de réseaux de collègues et de connaissances qui provenaient du lycée, on va dire. Et puis là, sur la bande de 5 copains qui ont monté ce projet-là, il y a eu deux personnes qui ont souhaité avancer professionnellement pour en faire un autre métier, quoi, au sein de l'association Jaspir, quoi. Et donc c'est pour ça qu'en 2006 on a créé les premiers postes salariés. Donc il y avait 2 postes salariés. Et puis on a commencé aussi en 2006 à rajouter quelques activités, donc de l'action culturelle, on va dire, avec des ateliers hebdomadaires en percu, en théâtre, etc. Et puis surtout la partie production, donc Jaspir Prod, qu'on a monté en 2006. Et donc le but à la base c'était d'être tourneur de spectacle, donc sur les musiques actuelles dans un premier temps. On est parti de là, on a greffé quelques petites activités, et puis après il y a eu un bon élément booster du projet global qui a été l'arrivée de la Fabrique, donc qui est notre lieu de création et de formation à Saint-Jean-de-Bournay. Donc où on est installé actuellement, où on a nos bureaux, et puis à l'intérieur de ce lieu il se passe beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui il y a un stage avec Michel Dallaire, qui est un des pionniers du clown en France et un peu plus loin. Donc il y a ce stage là qui commence aujourd'hui par exemple, mais en même temps il y a un studio de répétition et d'enregistrement, il y a des résidences de spectacles, de création de spectacles, donc il y en a une 40aine par an. Et puis on a tout le volet exposition aussi, on a des expos trimestrielles ici, quoi. Et puis on a tous les ateliers artistiques qui regroupent plus de 150 adhérents. Donc c'est plus typé sur des activités MJC, on va dire, là-dessus. Et puis après au niveau de l'action culturelle, on développe pas mal d'activités hors les murs aussi, donc c'est-à-dire ça passe par des interventions artistiques en milieu scolaire. Ça passe par un nouveau projet qui s'appelle Prendre le soin de rire, qui est en fait un projet de clown, d'intervention et de visite de clown professionnels en gériatrie. Donc ça, c'est aussi de l'action culturelle. On a aussi un dispositif qui s'appelle spectacle en chantier, c'est-à-dire qu'il y a des rendus de résidence qui sont faits et on accueille des séances, des groupes scolaires pour venir assister à ces rendus de résidence. Ça permet d'avoir des rencontres entre les scolaires et les artistes aussi, sous la forme d'un échange à la fin. D'accord. Et à côté de ça, vous avez aussi un label, non, si je me trompe pas ? Voilà, ouais. Ça, c'était la première asso qui s'appelle la Fabrique Jaspir, où à l'intérieur il y a aussi un centre de formation qui est assez dynamique, et puis de l'autre côté, comme tu disais, il y a une autre association qui s'appelle Jaspir Prod, et qui est producteur de spectacle, donc c'est-à-dire tourneur de spectacle, que ce soit sur les musiques actuelles, mais aussi sur un côté spectacle vivant plus large, plus élargi. Et on a un label qui s'appelle Label 440, qui est donc, on est producteur phonographique, donc producteur de disques. Donc ça fait quand même beaucoup d'activités diverses et variées. Quand on parle de Jaspir au tout début, il y a 15 ans, avec les 4 petits concerts qu'on a organisés chaque année,
Et maintenant, le volume d'activité qu'on a, c'est voilà, c'est le projet. C'est pas qu'il a plus rien à voir, parce qu'il y a encore toujours une valeur humaine hyper forte dans le projet et dans l'équipe. Mais voilà, les logiques ne sont plus du tout les mêmes, quoi. C'est une grosse usine à gaz maintenant. C'est un peu ça. T'es le directeur de ces 3 structures? Ouais. Coordinateur? Je sais pas comment Ouais, tu bah, te... alors maintenant je me dis directeur, tu vois, j'aimais pas trop ce mot au début, mais il y a 2-3 ans de ça, j'étais plus coordinateur. Maintenant, vu qu'il y a aussi une personne qui pour m'épauler, un bras droit, on va dire quoi, je remplis réellement les missions de directeur, quoi, de direction. Ce qui n'empêche que j'ai quand même pas mal de tâches liées à la coordination, quoi, mais c'est plus uniquement ça en tout cas. Et donc je suis directeur et du coup ça passe par un petit peu d'administratif, de la recherche de financement, de la gestion de ressources humaines en partie, et puis le développement du projet global d'une manière générale, quoi. Donc c'est-à-dire que je me positionne là où il y a des faiblesses ou là où il y a des projets à développer. Je me positionne souvent sur ces nouveaux projets pour les aider à se développer dans un premier temps, avant qu'il y ait un salarié qui soit totalement autonome sur ces parties-là, quoi. Et puis une autre partie de mon job qui est très importante, c'est on va dire le relationnel et le développement du réseau, que ce soit le réseau professionnel ou le réseau des partenaires publics et privés, quoi. Donc il y a beaucoup de représentation entre guillemets, quoi. Chose qui est assez intéressante aussi, quoi. Alors, on est quand même sur, une association qui est en milieu rural, qui est sur un secteur, qui est la musique, et le spectacle vivant, qui est, par essence, difficile à développer, difficile pour se faire connaître. Ouais. Qu'est-ce qui fait enfin, pour toi, qu'est-ce qui c'est qui a joué dans le fait que vous ayez, autant explosé et autant marché? Ah, il y a plusieurs facteurs. Après, le premier facteur, c'était qu'on était une bonne bande de motivés, on va dire. C'est quand même la base, hein. L'abnégation, jamais rien lâcher, même dans les moments durs, voire très durs. Ça, c'est le premier élément. Si t'as pas ça, de toute façon, tu réussis rien. Deuxième élément, c'est un appui politique qui a été très important sur les 10 premières années du projet. C'est-à-dire qu'on a eu un conseil municipal qui nous a poussé et porté, en tout cas qui nous a jamais empêché de développer le moindre projet au sein de la structure. Et des personnes qui étaient là au début, tu parles d'une bande de potes, de tes amis, du lycée, tout ça, vous êtes, encore combien à travailler dans l'équipe? Ah, je suis le dernier. Je suis le dernier depuis un moment, hein. Sur la bande du début, enfin, la plupart, 90% sont restés 4 ans. Il y a David Mayergas qui a été salarié avec moi pendant 1 an, donc qui est resté une année de plus. Donc les 5 premières années, voilà, c'était les personnes d'origine. Et puis ensuite, il y a eu pas mal de nouvelles avec l'arrivée et le développement du salariat. Il y a eu pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées. Et notamment Mathieu Auriol, qui est le responsable de la prod actuellement, et qui lui est avec moi depuis 11 années maintenant. Mais sinon, le reste de l'équipe, c'est quand même, les plus anciens sont là depuis 4 ans, 5 ans, quoi. Pas plus. D'accord. Du coup, vous êtes une boîte de prod, mais c'est quoi la production exactement? Ça veut tout et rien dire, et suivant les structures, suivant les personnes, on n'a pas du tout la même définition du mot production. Donc c'est pas évident de faire l'unanimité sur ce mot-là, sur ce terme-là, mais pour nous la production c'est accompagner l'artiste, c'est-à-dire dans son projet. On a toujours fait le choix d'accompagner les artistes, pour la plupart en tout cas, de les accompagner du début de leur création jusqu'à la diffusion de leur spectacle, quoi, ou de leur projet. Donc produire, c'est-à-dire participer aux frais de lancement, de création du projet, que ça soit une production de disque ou que ce soit une production, une création de spectacle. On essaye d'être là la plupart du temps dès le début du processus, c'est-à-dire l'artiste rentre en phase de création et nous, une fois que cette phase de création, on va être là pour l'écouter, pour l'orienter déjà, aussi pour donner un avis, mais aussi derrière, surtout pour le conseiller, l'orienter et développer tout ce qui est hors artistique, qui a trait aux aspects commerciaux, administratifs, stratégiques. Donc pour moi, la production, c'est plus ça que voilà. Je me pointe, je viens à la fabrique et paf, vous me financez ma création et vous me conseillez, vous m'accompagnez?
Pas du tout. Non, enfin pas du tout. Non, enfin on n'a pas des ressources immenses, donc oui, c'est vrai que c'était pas forcément très clair dans ce que je disais sur l'aide à la création dès le départ. On n'a pas de somme allouée dont on dispose et qu'on peut donner aux artistes pour qu'ils financent leur projet. Par contre, on peut les aider dès la base à aller faire des recherches de financement, qu'ils soient publics ou privés, pour financer justement cette création là, quoi. On va avoir un rôle administratif et de conseil aussi pour le développement du projet, quoi. Mais oui, une compagnie a un projet de création, de spectacle, oui, elle peut venir ici et on peut dans un premier temps de toute façon se rencontrer, discuter et parler stratégie de développement aussi, quoi, sur comment faire au mieux par rapport au projet pour atteindre les objectifs. Ça veut dire qu'en gros, vous allez, accompagner le projet en termes administratifs et en termes de stratégie de développement, tant, au niveau des financements qu'au niveau de la communication, Exactement. pour atteindre une pérennité, en fait? Exactement. Voilà. Et après, suivant les projets, derrière, on peut aussi suivre et interagir sur la partie vente de spectacles, donc diffusion. Mais forcément, on peut pas le faire avec tout le monde. Et vu qu'on privilégie aussi le fait d'avoir un catalogue d'artistes sur la partie tournée de spectacle, on privilégie d'avoir un catalogue d'artistes assez réduit, c'est-à-dire ce qui va jusqu'à 7 spectacles maximum pour 3 chargés de diffusion. Pourquoi cette politique-là? C'est pour justement se permettre de bien travailler chaque projet, quoi, et de pas faire du volume. Même si on a eu des périodes dans notre développement à Jaspire où on faisait beaucoup plus de volume, et on avait beaucoup plus d'artistes qu'on accompagnait, mais c'était un peu au détriment de la qualité et de l'accompagnement individuel auprès de chaque projet, quoi. Oui, et puis même le diffuseur, j'ai envie de dire, s'il travaille avec trop de projets différents, un projet, c'est une identité artistique ou c'est une façon de communiquer, une cible, différente d'une autre. S'il y en a trop, c'est, Non, mais ça c'est clair et net, hein. Et puis de toute façon, on n'a pas de plaisir à bosser avec beaucoup trop de gens parce que cette dimension humaine dont je te parlais, qui reste quand même très importante encore aujourd'hui, tu la perds petit à petit quand tu fais du volume, forcément. Donc c'est quand même, on fait ce métier-là pour ça, quoi. S'il y avait pas cette dimension-là, on irait chercher un travail ailleurs, mieux payé et moins contraignant en termes de volume de travail à fournir. et du coup, si je suis une compagnie qui a créé un spectacle, qui commence à tourner, est-ce qu'on peut venir toquer à ta porte et être pris en charge en termes de production? C'est possible ou pas ça? Oui, donc ça c'est tout à fait possible. On le fait pour une vingtaine de compagnies et de groupes de musique sur la partie gestion administrative, on va dire. Donc il peut y avoir simplement, comme je dis, cette gestion-là administrative, mais aussi il y a certaines personnes enfin il y en a même pas mal chaque année qui viennent nous voir pour juste nous exposer leurs projets parce qu'ils sont en tout début de lancement avec des envies nouvelles de projets artistiques et ils viennent simplement échanger avec nous. On prend du temps, 1, 2, 3 heures s'il faut avec eux pour essayer de leur apporter un peu de notre expérience et puis sans avoir forcément de contrepartie si tu veux, quoi. On tient à garder cette partie-là même si ça nous prend quand même un petit peu de temps. Et puis que c'est pas du tout intéressé parce qu'il n'y a pas de lien économique entre nous forcément. On a vraiment les deux côtés, quoi. Tu vois, de la gestion admin à simplement l'écoute et la discussion autour de projets artistiques, quoi. Bah, c'est pas trop risqué d'attaquer, enfin d'avoir une vingtaine de compagnies? Ouais, non mais oui, ça demande déjà d'avoir des compétences en interne sur la partie sociale, donc gestion de tout ce qui est salaire, frais de déplacement, enfin c'est la partie peut-être la plus technique, où là-dessus moi j'ai mis quand même, ça fait 12 ans que je gère cette partie-là, donc je suis opérationnel là-dessus, mais on se rend compte sur certains postes où quand moi j'ai essayé justement de lâcher cette partie-là, des personnes qui ont que quelques années d'expérience avec le volume qu'on a justement avec le nombre de compagnies conséquents qu'on gère, une personne qui n'a que peu d'expérience ou pas énormément, c'est que c'est pas évident pour elle de gérer ce volume-là, et puis la diversité parce qu'il faut être au fait des lois et de l'évolution juridique en permanence. Il faut savoir répondre aux questions et être disponible aussi auprès de chaque artiste pour répondre à ses attentes, quoi, et à ses questionnements. Donc c'est pas simple, mais il faut quand même, avec un niveau de compétence minimum. En tout cas, ça reste après des actions de travail qui sont un peu machinales, quoi. On va dire que c'est assez répétitif, donc ça se fait très bien, quoi. Ça se fait très bien. Après, c'est vrai que oui, on a la responsabilité, oui, de tous les salariés intermittents
dont on a la charge, quoi. La partie assurance aussi, oui, parce qu'il faut faire du cas par cas, que ce soit pour un spectacle ou c'est simplement un duo de clowns, on va dire, ou qui n'a pas forcément de matériel à transporter, ou donc il n'y a pas de danger. Après, si tu as un spectacle qui comporte du feu, donc il y a déjà un peu plus de risques. C'est un côté un peu spécial par rapport aux assurances, où il y a un spectacle qu'on administre qui a un manège aussi. Donc là, pareil, bah, il faut faire réviser le manège tous les 2 ans, je crois. Enfin, bah voilà, il y a beaucoup de cas spécifiques. Et puis notamment là, vu qu'on attaque aussi la partie développement à l'international, alors sur certains pays ciblés, et ben il y a toute la législation étrangère, donc enfin dans chaque pays justement, qui diffère. Et il faut aussi se tenir au fait de toutes ces lois différentes qu'il faut qu'on prenne en compte. Mais pour moi, en tout cas, c'est super intéressant. Justement, ce que je te disais, c'est qu'on est quand même pas mal sur des tâches répétitives. Le fait d'aller voir dans d'autres pays comment ça se passe, ça fait que tu apprends encore tous les jours de nouvelles choses, comment fonctionner, comment ils fonctionnent dans d'autres pays. Donc non, enfin, c'est assez lourd, mais à la fois c'est ce qui est intéressant, quoi. Et c'est ce qui rend aussi les choses compliquées quand on se lance en tant qu'artiste et que on rêve d'avoir sa propre compagnie et de lancer son projet. Ça, C'est la difficulté, ouais. c'est ça qui va vite freiner parce qu'on y passe du temps, un temps de fou pour essayer juste de comprendre comment ça fonctionne. Et le temps qu'on a passé à tout comprendre, au final, les choses, elles ont déjà évolué et changé. Et c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de compagnies, notamment on en a eu une ou deux là, dernièrement qui ont voulu être autonomes, et c'est un super choix s'ils veulent le faire, tant mieux, hein. Mais je pense qu'ils vont passer beaucoup trop de temps, comme tu dis, sur ces parties-là, à se former, à obtenir les compétences et à avoir une veille juridique et sociale aussi. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce temps-là, surtout quand tu es un artiste. Le temps que tu as d'imparti dans ta journée, autant le mettre sur le développement de ton projet plutôt que de vouloir absolument maîtriser toute la chaîne du fonctionnement extra-artistique, on va dire. Donc pour moi, c'est clair qu'une compagnie qui veut gérer son administration, je pense que c'est pas un bon choix en tout cas, quoi. C'est pas un bon choix. Autant laisser une partie de commission à un producteur qui gère ça, voilà, ouais, très bien. Et puis autant garder le temps, du temps pour développer son projet, donc c'est-à-dire bosser sa discipline, bosser son spectacle, aller se former aussi, parce qu'un artiste, ce qui est très important, et c'est ce qu'on a beaucoup plus en spectacle vivant, on va dire que ça existe beaucoup plus dans les consciences des artistes, mais on l'a pas du tout sur la partie musiques actuelles, c'est flagrant, quoi. C'est-à-dire que des artistes n'ont pas du tout la notion qu'ils doivent se former en permanence, en fait. C'est d'une manière générale, je pense, l'humain, hein, dans son travail, dans son cursus professionnel, l'histoire de la formation professionnelle est permanente. Elle n'existe que très peu. Nous, en tout cas dans l'équipe aussi, dans J'aspire Prod, c'est quelque chose qui est imposé vraiment, d'avoir un plan de formation individuel chaque année, et pour grimper en compétences, quoi. Et du coup, ça se décline aussi pour les artistes, quoi. C'est-à-dire d'aller se former à travers des stages divers et variés pour enrichir leur parcours, enrichir leurs connaissances, etc., quoi. Ouais, donc tu conseillerais plus à une compagnie qui se lance de déléguer sa production, Complètement. au moins dans un premier temps, le temps d'avoir suffisamment de marge pour pouvoir se payer un administrateur, enfin un chargé de prod, Exactement. et de travailler du coup sur sa communication, parce qu'on peut pas, techniquement, ça devient c'est très difficile pour une compagnie, surtout quand elle se lance, d'avoir un administrateur, d'avoir un diffuseur et de déléguer et de travailler uniquement sur le côté artistique. Enfin, Exactement. Et c'est complètement impossible. Et puis, la plupart des compagnies qui se lancent, on va dire, quand elles arrivent à créer un premier emploi hors artistique, eh ben, c'est forcément une personne à tout faire. Donc, comme tu dis, il va gérer la com, la diff, la diffusion, l'administration, recherche de financement. Enfin, voilà. Une personne ne peut pas avoir autant de compétences, ne peut pas être aussi forte dans chacun de ces 4 domaines, quoi. Donc, s'il y a un domaine à laisser vraiment à une structure à externaliser, on va dire, c'est la partie administrative, oui. Et oui, comme tu le disais, travailler la partie communication et diffusion, bah, c'est de toute façon le plus important, et c'est aussi, vu la difficulté que même nous on rencontre à trouver et à recruter des chargés de diffusion. Donc autant que les compagnies, enfin les artistes au sein des compagnies, s'ils ont du temps à passer hors artistique, il faut qu'ils le mettent sur la recherche de vente de spectacles. ouais, moi je dirais même plus de créer et de mettre en place leurs outils de communication de telle manière à ce qu'ils soient efficaces
pour que du coup le bouche à oreille qui est généré par la qualité des spectacles, parce que c'est quand même la priorité des priorités, puisse suivre derrière en fait. Et que du coup, le bouche à oreille, pouf, je vais sur ton site internet, ah ouais, ça a l'air vraiment propre, ou je reçois une communication, cette communication est propre, et le jour où il y a un diffuseur qui est intéressé pour s'occuper du spectacle, il comprend tout de suite le positionnement de la compagnie, il comprend tout de suite Ben oui. que la compagnie, elle a des vrais outils de communication, et que du coup, le diffuseur, il va travailler dans des bonnes conditions. On est complètement d'accord, hein. La chaîne prioritaire, c'est, ouais, comme tu dis, qualité de spectacle, ensuite la com, et ensuite on peut aller le diffuser. Mais si on n'a pas les deux premiers maillons, bah, rien n'est possible, quoi. Ou alors, si, c'est possible, mais tu vas perdre un temps fou pour pas beaucoup de résultats, quoi. On a compris qu'il y avait besoin de déléguer sa production. Ça veut dire qu'on délègue aussi sa comptabilité. Moi, je comprends pas mal aussi les compagnies qui veulent faire tout par eux-mêmes parce qu'il y a ce besoin de pouvoir gérer son activité soi-même. Quand on va passer par une boîte de production, on va perdre sa comptabilité, on va plus avoir vraiment besoin d'une association et ça fait perdre une certaine forme de liberté. Donc, quelles sont ces pertes de liberté est-ce qu'elles sont vraiment réelles ou pas en fait? Comment toi tu vois ce sentiment-là? Moi, j'ai pas ce sentiment qu'il y ait ce problème-là chez nous, en tout cas, puisque les compagnies qui le souhaitent, quand elles ont une association qui leur appartient, elles peuvent nous facturer sous forme de frais de promotion ou frais de développement une partie des reliquats de tournées de spectacle qui restent sur leur compte chez nous, quoi. Donc ça leur permet derrière de faire de cet argent de l'achat de matériel ou de l'achat de formation aussi, payer des formations, payer des metteurs en scène, différents accompagnements, quoi. Donc la liberté, je pense que peut-être sur d'autres productions où c'est peut-être moins plus opaque au niveau de la lisibilité de où va l'argent, c'est peut-être la liberté, tu peux te sentir un peu emprisonné, mais bloqué à ce niveau-là. Après, non, je vais pas. Pour moi, c'est un faux problème, ça, mais enfin, pour en avoir parlé, t'es toujours mieux de toute façon autonome de A à Z à gérer ton argent parce que t'as l'impression que tu fais tout toi-même et que tu peux faire tout comme tu veux, mais je pense que, ouais, pour moi, c'est un faux problème, en tout cas, enfin, ouais. Et donc, c'est peut-être, voilà, sur cette notion de liberté, c'est aussi pour les compagnies, peut-être d'être emprisonnées dans des process de fonctionnement d'entreprise, de producteurs, qui ne leur correspond pas et ne leur convient pas, ouais. C'est peut-être là-dessus, en tout cas, ouais, que ça peut être le plus délicat pour les compagnies de. Moi, le sentiment que j'en ai de tout ça, c'est que c'est souvent les compagnies qui sont produites et qui n'ont pas vécu forcément la gestion autonome de leur activité, qui voient ces contraintes-là comme uniquement des contraintes de process, justement. Mais ça n'empêche pas que tous les mois, il faut faire ses déclarations, ça n'empêche pas que les contrats, il faut qu'ils soient signés. Et si on veut être dans les clous, quand on veut être dans le cadre légal, qu'on veut déclarer sa TVA en temps et en heure, il faut respecter ces process, qu'on soit pris dans une structure de production ou qu'on soit autonome. Sauf que quand on a connu que la production, au final, on a ce sentiment qu'on va pouvoir être plus libre quand on est autonome. Et au final, quand on se retrouve en autonomie, ben ouais, on est quand même Ouais. enchaîné, mais on est enchaîné que par soi-même. Donc ça fait peut-être un peu moins mal, mais le fonctionnement reste le même, hein. Mais je suis complètement d'accord avec toi et j'avais pas pensé à ça, mais ouais, je vois bien. Mais du coup, c'est ça, ouais, c'est les relations de travail les meilleures qu'on ait en fait actuellement, c'est uniquement avec les personnes qui se sont débrouillées par elles-mêmes sur le départ, leur lancement de projet artistique. Et ça, c'est vrai que j'y avais pas pensé quand tu m'as posé la question. Mais oui, bah, forcément, parce qu'ils savent ce qu'ils ont connu, comment ils ont galéré, et qu'ils ont passé beaucoup de temps à se former, puis à passer du temps aussi à faire de l'administratif, etc. Et une fois qu'ils viennent ensuite dans une production, et ben ils sont quand même contents de plus avoir ces tâches répétitives à gérer et ils sont plus ouverts à justement à rentrer dans les process de fonctionnement de la production, quoi. Au contraire, d'autres artistes qui n'ont pas eu d'autres expériences, que ce soit des expériences de producteurs ou de tourneurs, et qui te posent des questions et qui ont des problématiques que je trouve complètement à côté certaines fois, quoi. Ça vient d'un manque d'expérience et ça vient du fait qu'ils n'ont pas éprouvé toutes les missions que la production réalise, quoi.
dans ces missions. Donc oui, alors au début, tu vois, je suis en train de revenir un peu sur ce que je te disais au début. Au début, je te disais, ouais, pour une jeune compagnie, ça sert à rien de passer du temps à essayer de se former à gérer l'administration, etc. Mais je viens de te dire complètement l'inverse, c'est-à-dire que le fait aussi sur un départ de projet artistique, le fait de se gérer et de gérer tout ta 360, bah, te permet d'avoir aussi la connaissance et la compréhension de ce métier de producteur, quoi, aussi. Et derrière, ça améliore considérablement et ça fait considérablement gagner du temps sur la relation producteur-artiste, quoi, quand il s'agit d'avancer plus vite. Et on dit souvent une compagnie ne peut pas tout faire. Moi, ce que je pense profondément, c'est que un artiste, il peut être administrateur, il peut être diffuseur et il peut être artiste. Sauf qu'il peut le faire qu'à ses débuts, parce qu'au début, une compagnie, elle tourne pas à donf. Surtout quand en général, ils sortent d'école. Tu sors d'école, souvent, tu as un spectacle qui est déjà créé. Ce que tu n'as pas éprouvé, finalement, c'est la partie administrative et légale, et c'est la partie diffusion, communication. Et c'est, je pense, moi, là-dessus qu'il faut se pencher. On voit souvent les compagnies qui s'en sortent, qui vont se développer derrière correctement, c'est celles qui ont pris en main ce côté-là et qui n'ont pas attendu d'avoir un diffuseur pour commencer à communiquer, qui n'ont pas attendu d'avoir une administration enfin un administrateur, une boîte de prod pour avoir et créer leur association. Et du coup, créer une association, ça veut dire aussi fédérer des gens parce que si on souhaite être intermittent, on a intérêt à pas être président de sa propre association. Oui, il y a eu des cas, ça n'a pas marché dernièrement. Ça sous-entend à un moment donné pouvoir fédérer du monde autour de son projet. Quand j'écoute ce que tu me disais tout à l'heure au début de notre truc, c'était on était une bande de potes qui avions foi en ce qu'on faisait. Et c'est vrai que quand on est seul ou que deux ou trois dans son spectacle, c'est souvent trop peu en fait. C'est là que pour moi c'est difficile, surtout quand on a du spectacle, quand on est dans des projets qui sont quand même assez autistiques, c'est d'arriver à fédérer du monde autour de son projet. Surtout pour une compagnie, encore pour une association qui développe des projets culturels, qui organise des événements, etc. Bon, t'arrives à fédérer des gens, des personnes autour de ton projet, mais pour une compagnie, oui, qui a une forme associative, légalement, oui, forcément, il faut déjà fédérer légalement des gens qui composent ton bureau et ton conseil d'administration, et puis voilà, qui t'aident à développer ce projet-là, quoi. Nous, on a pas mal d'exemples d'artistes qui aujourd'hui, enfin ceux qui ont forcément qui sont allés le plus vite, on va dire, dans leur développement de carrière, c'est comme tu disais, les gens qui ont à leur lancement de projets artistiques, qui ont tout fait par eux-mêmes, quoi. Et c'est-à-dire qu'il y a derrière, ils ont réussi à trouver un tourneur, un producteur d'albums, etc. Et ils avaient le langage, ils avaient les connaissances pour discuter avec ces gens-là, du coup, et pour faire avancer leur projet plus rapidement, quoi. Il y a aussi cette facilité, et je pense peut-être que ce soit des gens qui sortent d'école, pour la plupart, et bon, alors il y a l'image de la culture, c'est cool de bosser dans la culture, et puis il y a l'image aussi du tourneur de spectacle, faiseur de miracles. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours amusé, quoi. C'est-à-dire que quand tu poses souvent la question à un jeune artiste, quel est ton projet? Bah écoute, mon projet c'est trouver un tourneur et puis derrière ça va le faire et tout. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça en fait. C'est le tourneur, déjà il te prendra jamais si t'as pas eu une tournée conséquente en amont, c'est-à-dire si toi tu ne t'es pas développé par toi-même dans un premier temps, tu trouveras jamais de partenaire ou très très rarement pour prendre tous les risques et essayer de te faire tourner. Donc déjà ouais, la première phase c'est éprouver cette partie diffusion de spectacle, quoi. Donc se prendre des portes, se prendre des vents, ne pas arriver à joindre les personnes, les programmateurs, enfin voilà, de voir toute cette partie là et puis se développer petit à petit sur la technique de l'escargot, hein. On part de chez soi puis on essaie d'aller de plus en plus loin de nos frontières, on va dire, quoi. Et puis au moment où tu commences à avoir un peu plus de renommée et d'accroche avec les programmateurs, bah là tu peux enfin aller trouver un tourneur, ou un diffuseur. Là, c'est peut-être plus sur le fonctionnement musiques actuelles que je te parle, parce que sur la partie compagnie de spectacle, c'est peut-être encore différent. Il y a quand même beaucoup plus de compagnies qui ont leur propre diffuseur et qui ne passent pas forcément par des grosses boîtes de prod et de diffusion, quoi. Mais en tout cas, en musiques actuelles, c'est bel et bien le cas. Ça se passe bien comme ça, quoi. Donc c'est assez amusant d'entendre ces discours-là. Je sais pas si c'est si différent que ça, tu vois. On dit toujours, de toute façon, on va pas trouver un diffuseur, on cherche pas un diffuseur, c'est un diffuseur qui nous trouve. La plupart du temps, quand on voit des offres d'emploi
de diffuseur, la plupart des temps, c'est soit sur un remplacement parce qu'il y avait déjà un diffuseur qui tournait dessus et c'est le diffuseur qui cherche quelqu'un pour le remplacer parce que le projet vaut le coup et que lui se réoriente. Soit c'est des offres d'emploi, des contrats aidés. Bon, là, on va bien rigoler avec les contrats aidés cette année, mais Ah bah ouais, hein, c'est fini. et voilà. Donc, c'est plus, on va chercher quelqu'un qui puisse jouer le rôle de diffuseur. Et là, je trouve que les diffuseurs qu'on va trouver, c'est pas forcément encore des diffuseurs. C'est des gens qui prennent et qui endossent le rôle de communicateurs et de vendeurs, mais qui sont pas diffuseurs professionnels dans le sens où un diffuseur, c'est quelqu'un qui a un réseau. Et quelqu'un qui a un réseau, il va trouver les compagnies et Ouais, il va pas chercher il va pas exactement. répondre à des offres d'emploi. Il va entendre parler de cette compagnie qui est en train de monter, il va la voir, il va la rencontrer. Et c'est là que Mm. la magie va s'opérer, que la compagnie, elle va pouvoir changer de réseau et non pas d'un coup avoir des dates. Ça veut dire changer de réseau. Elle va commencer à faire du festival, de l'international, au lieu de tourner sur les offices du tourisme ou les écoles du coin. Mais elle n'aura pas forcément plus de dates. Elle va tourner sur des réseaux différents. Ouais. Au début, ça va être notre copain, ça va être une personne qui a envie de se lancer là-dedans. Et on va vite se rendre compte que bah, elle trouve pas tant de dates que ça. Il faut pas attendre qu'elle trouve des dates. Par contre, elle va alléger la compagnie en termes de gestion. Elle va pouvoir faire les fiches de route, elle va apporter une réactivité professionnelle à la compagnie qui va être de répondre au téléphone quand la compagnie est en train de répéter, de répondre à une demande de devis quand il y a une demande, de se rendre présente sur les dates et d'être un interlocuteur auprès des programmateurs potentiels. Mais c'est pas d'un coup, du jour au lendemain, le diffuseur qui va faire que le spectacle va exploser, hein. Il n'y a pas de miracle, hein. Comme je te disais avant, c'est voilà, si le spectacle, c'est ce que tu reprenais aussi, hein, c'est si le spectacle est de qualité et qui plaît au plus grand nombre, enfin, ça va forcément taper dans l'œil de programmateurs et d'un diffuseur qui, comme tu le disais, bah, peut venir proposer de diffuser le spectacle en question. Mais enfin voilà, la notion de rêve à ce niveau-là est assez courante chez les artistes et c'est pas du tout la réalité, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as un diffuseur ou un tourneur que derrière c'est parti et que tout va marcher. Et il y a beaucoup aussi de groupes qui justement ont commencé par gérer leur diffusion ou de compagnies qui ont commencé à gérer leur diffusion et du moment où ils ont eu un diffuseur et un partenaire tourneur, ils ont complètement laissé tomber cette partie-là et ils se rendent compte qu'en fin d'année ils se retrouvent avec 2 fois moins de dates. Mais oui, parce que comme tu parlais juste avant, c'est des histoires de réseau et la compagnie a développé tel ou tel réseau que le diffuseur lui n'a pas forcément, quoi. Et lui va travailler sur un autre type de réseau, quoi. On n'a pas forcément plus de dates quand on a un diffuseur, mais on change de sphère, on change de réseau, quoi. Et nous, on a eu beaucoup le cas chez nous ces 3 dernières années, surtout sur la partie musique où on a franchi des étapes en termes de réseau. C'est-à-dire qu'avant, un groupe en moyenne chez nous, il faisait 80 dates par an, quoi. Donc ce qui est quand même énorme, mais sur des prix de vente moyens à 800 euros, quoi. Donc quand t'es 10 sur la route, ça ne fonctionne pas. On est d'accord. Et là, depuis 3 ans, on est passé sur d'autres réseaux plus dits officiels, on va dire, quoi, des réseaux institutionnels ou des réseaux club, SMAC, etc., quoi. Et par contre, voilà, une tournée maintenant de spectacle pour une compagnie ou un groupe, c'est 40 dates par an, par exemple, entre 30 et 40 dates par an. Mais le prix de vente est vendu 2 fois plus cher et avec des conditions techniques, d'accueil, etc., qui sont largement au-dessus de ce qu'il y avait avant. Donc ça fait partie de l'évolution aussi de carrière d'un artiste dans la diffusion de son spectacle, quoi. C'est franchir des paliers, franchir des caps en termes de réseau, quoi, comme tu en parlais bien. Et donc voilà, ça va pas forcément avec du volume, mais c'est du qualitatif, quoi, en tout cas. Donc, si on devait se mettre d'accord tous les deux, en tout cas, sur un conseil qu'on pourrait donner à des compagnies qui débutent, ne cherchez pas à tourner sur les festivals, les gros trucs, tout de suite. Ne cherchez pas un diffuseur, c'est prenez-vous en main. Gérez vous-même votre communication. Travaillez vraiment votre positionnement de compagnie, votre identité et déléguez votre administration dans un premier temps pour pouvoir, dès que ça commence à tourner, dès que ça commence à se développer, donner plus de temps sur la formation et sur le spectacle et sur votre communication et sur votre diffusion. Et là, un jour, il y aura la rencontre qui se fera avec un diffuseur qui vous fera changer de réseau. Et ouais, non, mais c'est complètement ça. Sur tout ce qui est extra artistique, on est d'accord. Mais je réinsiste vraiment sur le cœur de l'artistique, c'est-à-dire soyez exigeants, n'hésitez pas à passer beaucoup de temps et vous prendre beaucoup la tête sur votre création de spectacle, parce que c'est ça qui va déterminer tout le reste, quoi.
Oui, et puis ça veut pas dire, ça sous-entend pas créer des spectacles tous les ans. Exactement. Bah, si j'ai mis en place une bonne communication, un bon projet, un bon positionnement, et ben derrière, je peux continuer à me former, à faire avancer mon spectacle. Je discutais il y a même pas un mois avec un clown qui s'appelle Barto. Il a qu'un seul spectacle et ça fait, 25 ans qu'il a qu'un spectacle. Il a fait toute sa carrière avec un seul spectacle. Sauf que son spectacle, il a travaillé, évolué, retravaillé, retravaillé dessus, peaufiné ses compétences artistiques à l'intérieur de ce même spectacle. Et son spectacle, il a avancé en même temps qu'il a développé son réseau. Mais on est complètement d'accord, hein. J'ai d'autres exemples d'artistes qui ont un spectacle depuis 10 ans, quoi, le même, quoi. Mais quand tu en parles avec eux, ils te disent mais non, mais faut encore que j'évolue. Et ils vont le faire évoluer en travaillant avec des personnes extérieures, des regards extérieurs, des metteurs en scène, etc., etc. À se mettre des sessions de travail de résidence, voilà, pourquoi pas. Mais aussi, je réinsiste sur, ils vont faire évoluer leur spectacle par l'intermédiaire de la formation professionnelle, c'est-à-dire aller faire des stages à droite à gauche et ça va enrichir aussi leurs propos au sein de leur spectacle, quoi. Et oui, tu peux tout à fait vivre et développer un projet avec un spectacle, hein, pendant des dizaines d'années. En tout cas, il faut prendre le temps de faire bien les choses et d'avoir un socle vraiment solide, quoi. Parce que on n'a pas non plus. Alors, ça c'est peut-être pas le cas au départ quand tu cherches à jouer sur des petits lieux, des réseaux moins officiels, on va dire, si on peut parler comme ça. Mais après, quand tu cherches à évoluer, de passer de réseau en réseau, d'évoluer, là par contre l'artistique devient de plus en plus important, si je puis dire comme ça, et l'exigence des programmateurs l'est est exponentielle, quoi. Bon, bah écoute, Cédric, c'était très enrichissant. On aura bien dévié du sujet qui était à la base, qui était la production. Mais bah voilà, hein, on se refait pas. Moi, j'étais accompagnateur de compagnie dans la production et j'ai vu passer pas mal de diffuseurs qu'on a accompagnés. Toi, c'est la même chose. Ouais, ouais, ouais. Et bah, on voit bien que s'il y a des structures de production, c'est pas la volonté de faire des thunes sur les artistes en prenant uniquement un pourcentage sur les ventes On est d'accord. et que la volonté, bah, c'est d'essayer de réfléchir à comment permettre à des structures d'avancer, de se développer et à des compagnies de ne pas se casser la gueule lorsque leur spectacle il déchire tout et qu'il est super bon et que derrière, ce qui manque, c'est la stratégie, la logique qu'il y a à avoir. Et, Ouais. ne cherchez pas à atteindre les étoiles, commencez à toucher, à toucher les petites écoles du coin pour justement faire tourner votre spectacle et vous professionnaliser. Et puis après, on verra, quoi. Exactement. C'est bien résumé. Bon, bah en tout cas, c'était bien chouette. Bah merci à toi, c'est bien sympa. Et bah à bientôt. Bah à bientôt, ouais. De toute façon, on se fait au jus. Bah ouais, hein, à très vite. Bonne fin de journée. Nous accueillerons dans notre blog pour les prochaines interviews des filles, enfin, Nella Fragola, qui est une blogueuse, Isabelle Leyer, qui est journaliste et qui va nous parler du pitch. Et comme toujours, je vous invite à vous inscrire sur mon blog pour recevoir les prochaines formations gratuites, recevoir aussi des astuces dans votre communication, bref, tout ce qu'il vous faut pour vous aider à trouver des dates. Donc rendez-vous sur www.monsieur-m.fr.